Salut, salut maman pétillante et inspirante. Alors, je suis super contente d'être avec Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Anne-Estelle avec son mari Stéphane aussi, hein, il fait partie de l'aventure, je crois bien. Tout à Euh, fait. voilà, vous créez ensemble des articles de blog, des vidéos, des formations, puis tout un tas d'outils sur le plaisir d'apprendre de nos enfants, mais le plaisir d'apprendre à nous aussi adultes, de les accompagner sur ce chemin d'apprentissage. Moi, c'est ma vision, hein, mais voilà. Moi, ce que j'aime chez Anne-Estelle et puis tout son univers, c'est qu'elle partage vraiment cette joie de transmettre. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Enfin, le nom du blog, il est vachement bien trouvé, plaisir d'apprendre. Donc, chapeau pour ça. Moi, j'ai suivi plusieurs de ces formations. J'étais notamment une des premières à profiter du programme 21 jours pour mettre en place l'instruction en famille. Et Ouais. puis aussi les box plaisir d'apprendre que mon aîné a adoré. Ma deuxième découvre tout juste aujourd'hui là, avec plaisir. Donc aujourd'hui, Anne-Estelle, elle a accepté de nous parler de différences, de sensibilité, de potentiel aussi, d'apprentissage, d'atypisme en général. Et son expérience en tant que maman atypique, d'enfant atypique est très intéressante. Je suis sûre que ça va vous inspirer. Donc je vous laisse découvrir ou redécouvrir Anne-Estelle. Salut Anne-Estelle. Salut Marine, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Merci d'avoir dit un grand oui à mon invitation. Je t'invite, toi, maintenant, à te présenter avec tes mots, avec ce qui vient, qui tu es, ce que tu Ce fais. qui vient. Ouais, alors ce qui vient effectivement, je suis d'abord une femme, hein, avant d'être une maman. Je me découvre un peu plus qui je suis ces dernières années, depuis que je suis maman, depuis qu'on a aussi fait le choix de ne pas scolariser notre fille, depuis que j'ai fait le choix de dire au revoir au monde du travail classique pour essayer de créer une activité qui nous ressemble plus, qui nous permette d'avoir du temps pour nous, pour notre famille, pour découvrir ce qu'on veut vraiment faire de notre temps, de nos capacités, ce qu'on a comme talent, etc. Donc, on va dire que Janae, elle a 8 ans à l'heure actuelle. Donc, franchement, ça fait à peu près 8 ans que je suis sur ce chemin pour essayer de trouver vraiment ce qui me fait vibrer, ce que j'aime. Alors, comme tu le disais, ce que j'aime, c'est partager. Euh, en choisissant de ne pas scolariser Janae, évidemment, on est rentré dans ce monde de l'instruction à la maison, sous toutes ses facettes. On est rentré dans ce monde des apprentissages, de cette façon de transmettre en tant qu'adulte, sans se placer en étant dans une position supérieure à l'enfant. En fait, avec tout ça, on a commencé à voir comment Janae apprenait. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer le blog Plaisir d'apprendre, pour à la fois aider les parents qui voulaient se lancer dans l'instruction à la maison, mais les parents qui ne veulent pas forcément faire ce choix, mais qui cherchent des alternatives par rapport à ce qui se fait à l'école pour essayer d'aider vraiment au mieux son enfant. Donc, on va dire que ça a été l'activité principale ces 6 dernières années. Aujourd'hui, on est en train de prendre un peu plus de recul. Ça fait à peu près 1 an qu'on vit en camping-car, qu'on sillonne la France. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'être soi-même autrement qu'au travers du blog. Donc, dans nos rencontres, effectivement, il y a des personnes qui font l'instruction à la maison, mais il y a tellement d'univers différents. On rencontre des retraités, on rencontre des familles qui ont des centres dans lesquels on peut donner un coup de main. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très, très large. Et puis, depuis aussi, il y a à peu près 1 an et demi, euh, en cherchant justement à explorer d'autres choses, je me suis mise à l'écriture. Donc voilà, en fait, c'est difficile de me présenter en concentrant tout ça simplement, mais c'est pour dire que je suis plein de choses à la fois et peut-être qu'il y a encore plein d'autres choses que je vais bientôt être, j'en sais rien, que je suis déjà, que j'ai pas encore découvertes. Mais c'est fascinant, c'est fascinant. Avant, ça me gênait de pas savoir me présenter. Aujourd'hui, je me dis, je lâche ce qui vient et puis chacun retire ce qu'il a envie de retirer. Et puis voilà, tout simplement. Oui, ça me fait penser à ton... Tu as une formation là-dessus aussi, sur le bouquet des apprentissages, non? Ouais, En fait, tout à ta fait. présentation me fait penser à ça, c'est un bouquet, quoi. Il y a plein de choses et qu'effectivement, oui, oui. Donc, tu dirais que tu es atypique par tes choix de vie, tes choix au niveau de l'instruction de Janae, tes choix professionnels ou... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été un peu
atypique dans le sens où moi, j'ai eu une vie atypique parce que mes parents étaient en Afrique subsaharienne, donc pendant de ma naissance à mes 16 ans, en fait. J'ai grandi en Afrique subsaharienne. Donc, déjà, j'ai dans mon ADN, on va dire, euh, une culture qui est différente de la culture classique française, qui est très ouverte sur les autres, dans la recherche du partage, de comprendre l'autre, du voyage aussi, évidemment. J'ai épousé un homme qui, lui, n'avait jamais pris l'avion de sa vie, qui avait jamais trop quitté sa région natale et tout ça. Mais on se ressemblait dans notre manière de comprendre le monde, dans nos envies de faire des choix, pas parce que tout le monde les fait puis qu'on se laisse porter, mais justement de réfléchir à ce qu'on voulait vraiment. Donc petit à petit, on a mis des choses en place, mais effectivement, ça fait un peu effet boule de neige en fait. À partir du moment où on commence à faire un choix différent de la majorité des gens, on commence s'ouvrir sur des choses qui nous emmènent sur d'autres, etc. Donc oui, nos choix nous ont ouvert un champ des possibles, on va dire, qui est différent. Donc en ce sens, on peut être atypique à cause de ça. Mais je pense que il y a aussi effectivement le fait, on vit en camping-car, on vit un peu à l'écart de la société de consommation. On est vraiment on recherche la simplicité en fait, dans tout, dans les rapports humains, dans la manière dont on conçoit le travail, dans la manière dont on consomme, dont on veut vivre, le peu de biens qu'on possède, etc. Le fait qu'on veuille garder notre fille, pas pour nous, mais lui offrir quelque chose de plus large que juste ce qui est offert aux enfants dans une salle de classe entre quatre murs. Et en fait, ça nous mène de plus en plus loin dans l'alimentation, ça nous emmène dans... voilà. Enfin, et aujourd'hui, tous ces choix de vie m'ont amené, moi, personnellement, à une crise, à l'approche des 30 ans. Une très, très grosse crise existentielle où je me suis dit, on fait déjà plein de choix différents, mais j'ai pas l'impression d'avoir encore trouvé ma raison d'être ou quelque chose où je me sens vraiment à ma place. J'étais toujours encore en train de me chercher. Et effectivement, je suis quelqu'un de très sensible dans le sens où je pleure beaucoup. Et avant, en fait, chaque fois que je pleurais parce que... Alors, c'est pour tout, hein, c'est quand j'écoute quelqu'un parler, c'est quand je regarde un film, c'est quand je lis, c'est quand je me balade dans la nature et que je vois quelque chose de beau. C'est autant dans la joie que dans la tristesse. Et j'ai tendance à absorber, enfin, ouais, à absorber les émotions des autres sans avoir à me dire c'est leur émotion, j'ai la mienne enfin, les contours étaient flous en fait. Et je luttais contre ça parce que on a j'avais cette image de me dire les gens vont croire que j'essaye de les attendrir en fait. Si on est en train de discuter avec quelqu'un, que je dis quelque chose et que je pleure, je me dis la personne elle croit que j'essaye de l'attendrir souvent on a un peu pitié des gens qui pleurent comme si c'est bon, pleure pas, on t'écoute. Et je voulais pas donner cette impression-là. Du coup, j'ai essayé de bloquer. Du coup, l'émotion était encore plus forte. Et à l'approche des 30 ans, en fait, l'année de mes 30 ans, j'avais vraiment j'arrivais plus en fait en fait je pleurais tout le temps et j'avais une fatigue extrême et j'avais des douleurs extrêmes et j'avais beau être dans ce truc où je savais j'avais une belle vie, j'arrivais pas quand même à me dire oui mais il manque encore un truc que t'as pas trouvé en toi qui fait que peu importe les choix, peu importe où la vie t'emmène, tu sauras toujours toi être joyeuse, lumineuse, etc. Je voulais être une personne lumineuse, pas quelqu'un, tu vois, triste et tout ça. Et en fait, ça a duré quasi un an. Et c'est là que je m'étais coincé le genou et je suis allée chez une ostéo et elle m'a dit vous êtes dans l'attente en fait. Parce qu'on était en fait, on avait eu ce projet de vivre en itinérance et on était en caravane. Et en fait, le projet caravane avait capoté. Et du coup, on avait revendu la caravane et on était dans l'attente de pouvoir acheter un camping-car. Mais ça s'est terminé. Et elle m'a dit, vous êtes dans l'attente. Vous n'êtes pas dans maintenant, vous êtes dans l'attente. Et comme l'attente se prolongeait, j'étais trop dans ce qui va se passer après au lieu de qu'est-ce que je peux faire maintenant. Alors bien sûr, il y avait le blog, il y avait toutes ces choses, il y avait ma fille, il y avait mon mari, mais il manque un truc, tu vois. Et, euh, et elle m'a dit, trouvez-vous une activité, un truc que vous avez jamais trop osé faire, faites-le pendant les quelques semaines qui vous restent à attendre. Et juste pour faire quelque chose de vous, sans chercher
à gagner votre vie sans chercher à gagner de sa vie dans le sens financièrement parlant, Mhm. pas pour un patron, pas pour gagner des sous, pas pour les autres, pour soi. Et c'est là que je me suis mise à écrire. Et parce que, bah, en fait, depuis toute jeune, j'écrivais, mais j'avais laissé ça de côté en me disant, c'était même pas quelque chose que je voulais. Je voulais pas faire carrière dans ça. Je voulais, enfin, voilà, c'était juste pour le fun. Sauf que j'avais arrêté de le faire. Et donc là, en me mettant à faire ça, en fait, j'ai redécouvert autre chose. Et en fait, à ce moment-là, la joie est revenue. Et à partir de là, il y a vraiment eu un déclic. Et je suis, je suis pas une auteure. Enfin, je vends pas mes romans. Je suis pas, tu vois, on peut pas dire j'ai trouvé ma vocation de vie, tout ça. Non, ou peut-être oui, mais pas forcément dans le sens où les gens l'entendent. Et en fait, un ami m'a dit, mais juste sois qui tu es, peu importe les côtés sombres, les côtés lumineux, ça va s'articuler, ça va, voilà, ne rejette pas cette partie de toi. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à pleurer et à me dire, mais en fait, si ça doit sortir par les larmes, ça sort par les larmes. Si ça doit sortir par le rire ou par des mots que j'écris ou par des... Peu importe, parce que j'ai envie de danser dans la rue, ou enfin, tu vois, on peut aller dans des extrêmes, et Ouais. ben, que ça sorte comme ça. En fait, à partir du moment où j'ai laissé les choses sortir, bah, la tristesse a commencé à partir. Et aujourd'hui, oui, je pleure encore, mais ça ne me gêne plus. Mhm. Aujourd'hui, j'avais envie d'expérimenter, de me raser la tête. Je me suis rasé la tête. Tu vois, c'est des trucs, je me dis, je veux aller à fond dans ce que je sens que j'ai envie de vivre. Alors, sans être égoïste et sans l'imposer non plus à mon mari et à ma fille. Enfin, l'objectif, c'est aussi de trouver sa place par rapport aux autres, pas de s'imposer. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui m'a vraiment accompagnée dans ce processus-là et qui m'a dit, mais fais ce que tu as envie et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, quoi. Et donc voilà, je je sais même plus quelle était la question de départ. Mais l'atypisme. Tu as répondu à plein de questions en même temps. Et ça, c'est chouette ce que tu dis là juste à l'instant. Enfin, tout, on va revenir sur des choses qui m'ont, plein de choses m'ont inspiré, m'ont donné des frissons et tout. Déjà, tu dis voilà, de trouver sa place au sein de la famille sans forcément s'imposer. Hein, tu dis, tu prenais Oui, cette précaution-là. Mais en fait, oui, c'est comme si il s'agissait en fait de prendre sa place. Quand on prend sa place, on oui, n'est pas en train de s'imposer. On prend juste sa place au sein de tout le monde. Ouais, oui, mais quand on a eu une certaine place, un certain rôle, qu'on s'est engagé, je prends simplement l'expérience du blog. On a monté ce blog avec mon mari, Stéphane, et je veux dire, les contours étaient clairs. Je m'occupais du contenu, il s'occupe de tout ce qui est technique en arrière-plan. Sauf que moi, quand j'ai commencé à aller mal pendant ma crise, j'arrivais plus à m'investir dans le blog. J'ai dit, est-ce que tu acceptes que je prenne du recul pendant 2-3 mois? Et puis il a dit oui. Puis les 2-3 mois sont devenus un an où vraiment je m'investissais plus du tout de la même manière. Et la seule chose dans laquelle j'avais envie de passer mon temps et ce qui vibrait et ce qui avait besoin de sortir, c'était d'écrire. Sauf que ça rapportait rien financièrement parlant. Donc ma place à un moment donné, elle a tellement changé que je veux dire, ça remettait trop de choses en question au niveau de l'organisation de vie et que on peut pas, même si on sent que, comme tu dis, trouver notre place, enfin, la vie fait que de toute façon, on peut jamais rester toujours à la même place. On évolue et on a besoin de retrouver l'équilibre. Mais quand on est seul, c'est pas pareil que quand on est en couple. Quand on est en couple et qu'on a le même, enfin, qu'on travaille en collaboration, c'est pas la même que quand chacun a son activité. Enfin, je veux dire, nous, on est H24 ensemble, donc toute notre vie est articulée autour de nous trois. Donc, si l'un commence à changer d'orientation ou de plan, faire des plans sur la comète ou de nous donner son temps à autre chose, ça chamboule tout. complètement. Et c'est là que c'est difficile de ne pas l'imposer dans le sens, je sais que je dois vivre ça, c'est bon pour moi, je le sens, et puis d'en avoir rien à faire de ce que l'autre peut penser, tu vois, c'est vraiment délicat. Mm. Et c'est là où vraiment, moi, je me rends compte que j'ai énormément de chance. Enfin, je pense que ça fait aussi partie du choix du conjoint, mais je veux dire, quand on se marie, nous, ça fait 11 ans qu'on est mariés. Quand on s'est mariés, on était à un point, voilà, et là, on est complètement
enfin, dans une trajectoire qui n'a plus rien à voir. Et ça, tu ne peux pas le prévoir à la base. Non. Tu sais que tu vas évoluer, mais tu ne peux pas savoir les choix qui vont complètement changer et tout ça. Et à un moment donné, ça aurait pu casser, ça aurait pu se séparer, ça aurait pu, tu vois, se rendre compte qu'on est vraiment trop en train de s'éloigner. Alors qu'en fait, non, on est comme deux, je sais pas comment on peut dire, comme en fait, on est reliés, ça fait élastique, ça bouge, mais ça casse pas. Et même si des fois on est loin, ben en fait, parce qu'il y a cette communication, parce qu'il y a ce respect, etc., qui fait Mhm. que. Et c'est dans ce sens-là où je dis, voilà, moi, j'ai essayé de ne pas imposer. Parfois, c'était difficile. Euh, Lui, il a essayé de suivre le mouvement en essayant de ne pas me brimer, de ne pas m'enfermer. Mais voilà, c'est délicat en fait. C'est très, très délicat. Et, euh, et comme moi, je vis les choses très, très intensément, pour en revenir au fait que oui, je considère que je suis atypique dans ce sens-là. Mon mari est atypique dans un autre sens, mais lui, il vit pas du tout les émotions aussi intenses que moi. Et moi, c'est quand je ressens un truc, j'ai l'impression que si j'y vais pas, ça va me bouffer de l'intérieur, quoi. Je suis pas du tout posée, je suis une fonceuse. Et heureusement, lui, il est là pour tempérer, pour calmer les choses et tout ça. Euh, mais effectivement, si on s'écoute et si on commence à accepter ces choses qu'on ressent, qui sont très fortes et qui nous poussent à faire des choix de vie différents, ça quand même, ça apaise en nous. Et puis du coup, ça apaise aussi les relations et tout ça. Mais ça reste pas évident. Mhm. J'ai l'impression qu'en fait, ta haute sensibilité, elle a déjà eu beaucoup d'influence sur tous les choix de vie que tu as mis en place avant cette crise des 30 ans. Hein, Des déjà, de 30 toute ans, façon, ouais. hein, ça a un peu drivé un petit peu tes choix pour aller vers un alignement. Parce que comme tu dis, sinon, c'est pas possible. Intérieurement, c'est pas possible. Tu vois et là, cette crise-là, euh, c'est comme si ta sensibilité, elle s'exprimait encore parce que tu n'étais pas allé jusqu'au bout. Tu vois, et que c'était pas possible de, de ne pas aller jusqu'au bout de tes choix, de ton alignement et tout ça. Et là où tu as une force Mais incroyable, c'est c'est de une l'écouter. évidence. Oui, mais ça, j'ai appris à le faire. Mm. J'ai appris à le faire parce que j'ai un mari qui, à la base, s'écoute beaucoup. Ok. Mon mari est jamais malade ou quasiment jamais malade. Et lui, il arrive très rapidement à poser des mots sur ce qu'il ressent. Voilà. Et je me rappelle qu'au début de notre mariage, c'était une catastrophe parce que moi, je suis une pipelette, mais quand il s'agit de moi à l'intérieur, je me fermais en fait. Et il me disait, mais dis ce qui va pas, on ne sort pas de cette pièce tant que tu n'as pas mis des mots sur ce qui va pas. Et en fait, il m'a confrontée continuellement à réussir à mettre des mots sur ce que je ressentais à l'intérieur pour aller de l'avant. Et en fait, ça a commencé à changer les choses, effectivement. Et petit à petit, maintenant, j'arrive à le faire par moi-même et je repère les signes. Et effectivement, j'ai une santé assez. En fait, on dit souvent, je détestais quand les médecins disaient ça, comment on dit Euh, quand le psychique a une incidence sur le corps. Somatisé. Vous somatisez, madame. Et en fait, c'était un mot qui, limite, voulait dire c'est de votre faute, vous avez qu'à réussir à faire quelque chose dans votre tête pour pas que ça. Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, j'ai beau savoir dans ma tête, je sais quand je suis triste, je sais pourquoi en général, je sais quand je suis en colère, je sais quand je trouve quelque chose qui est injuste, je sais. Je le verbalise maintenant, alors qu'avant je le verbalisais. Mm. Et mon corps continue à m'envoyer des signaux comme quoi il y a encore un truc qui va pas. Et là, je me dis, mais il faut que je fasse quoi et en fait, je me suis dit, ben, on va aller jusqu'au bout de ça et on va voir où ça nous mène. Et oui, ça crée, c'est assez déstabilisant parce que ça crée des hauts très hauts et ça crée des bas très bas. Mais en fait, au fur et à mesure où on y va, après, ça s'atténue. Les pics sont moins pointus, moins éloignés les uns des autres. Oui. Et là, on peut trouver l'équilibre et le corps retrouve sa sérénité finalement. Oui, et puis on n'y résiste plus. Enfin, au moins, en tout cas, de moins en Oui, moins. Hein, c'est ça, oui, quand on dit ce à quoi je résiste persiste, enfin, c'est l'effet de la force, quoi. Si on résiste, tac, ça pousse encore plus fort de l'autre c'est ça, côté. Et donc, à partir du moment où tu as c'est appris ça. déjà à ressentir, à exprimer, voilà, et à accepter, bah, c'est haut, c'est bas, en y C'est résistant de vague. moins en moins. Ouais. Mm.
Ouais, c'est... Alors, et grâce à ton mari, donc toi, Non, mais tu as tout eu à fait. cette chance-là d'avoir... Habilité comme moi, au contraire. Il est plus posé, plus mesuré. Souvent, on a l'impression même qu'il est presque qu'il ressent pas grand-chose parce qu'il est. Mais c'est juste que c'est sa façon d'exprimer et d'exprimer. Mais par contre, il arrive très bien à prendre le temps pour s'écouter, pour mettre des mots sur ses pensées et tout ça. Après, il y a aussi autre chose. Bon, moi, j'ai fait aussi un travail avec un psychiatre parce que justement, mon corps était tellement. En fait, quand ils m'ont. Ah oui, parce que j'en ai pas parlé, mais quand ils m'ont, les médecins, après avoir fait plein d'analyses, ils ont ouvert cette piste de la fibromyalgie, donc les fatigues chroniques et les douleurs chroniques. Ils m'ont proposé de faire un suivi avec un psychiatre pour voir ce qui pouvait encore engendrer, en fait, même si j'arrivais à mettre des mots sur ce que je vis aujourd'hui, il y avait peut-être des choses du passé qui avaient encore des incidences. Donc j'ai fait un travail avec un psychiatre, puis en fait, à la fin, il m'a dit, mais euh, vous, parce que donc ma fatigue, elle était due à ça, à ces émotions, à ces choses-là, mais elle est aussi due au fait que j'ai un très très mauvais sommeil. Ça, depuis toujours. Je connais personne qui a ce genre de sommeil. En fait, je suis quasiment tout le temps entre l'éveil et le sommeil. Pendant longtemps, j'étais somnambule. Aujourd'hui, je suis plus somnambule. Je me lève plus. Par contre, je parle parfois, voilà, très souvent. Et en fait, j'ai souvent des rêves éveillés Mhm. où je sais que je suis dans mon lit, mais j'entends des voix, je vois des trucs, ça bouge autour de moi. Et en fait, dans mon rêve, ça a une logique. Dans la réalité, je sais que je suis dans mon lit et je suis là entre les deux. Du coup, c'est pas du tout récupérateur. Et en fait, il m'a dit, vous avez ce qu'on appelle, vous hyper mentalisez. C'est-à-dire que j'ai cette pensée en arborescence qui part dans tous les sens, tout le temps, même la nuit. Et quand mon sommeil est censé justement poser les choses, il ne le fait pas. Donc, mon corps, forcément, ça rejaillit forcément sur mon corps. Donc, là aussi, j'ai cette forme d'atypisme. Mhm. Mais avant, j'essayais de soigner ça. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour calmer ça? Aujourd'hui, je me dis, bon, je suis comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. J'essaye beaucoup plus d'écouter les rêves que je fais, parce que du coup, tous les matins, je me réveille, enfin, je me réveille souvent 2, 3 fois par nuit. J'ai mes rêves en tête, je sais ce que j'ai rêvé, je peux le décrire. Enfin, Tim Burton pourrait trouver beaucoup d'inspiration dans mes rêves. Mais en fait, tout ça fait que plus j'avance et plus je me dis, bon, j'arrive à faire cette cartographie plus précise de comment je fonctionne. Et c'est pas mal, c'est pas bien, c'est moi, en fait. Ouais. Oui, il y a des choses qui peuvent se rééquilibrer, qui sont allées dans l'excès parce que j'ai lutté contre sans m'en rendre compte, ou parce que j'avais des mécanismes ou des comportements qui accentuaient ça. Donc, je pense que c'est ça le travail que je fais aujourd'hui, c'est d'arriver à lisser ces choses pour que ne s'exprime que ce qui doit s'exprimer et pas des choses enfouies, des choses que j'ai renfermées, ou tu vois, des choses comme ça. Oui, donc tu as quand même fait un travail de libération des certaines souffrances du passé quand même avec ce J'en thérapeute. ai fait, Un petit peu. je me suis pas sentie libérée. Ah. Enfin, sur le moment, pas. Moi, ce qui m'a le plus libérée, bah, c'était de parler de certaines choses à quelqu'un qui est neutre. Et puis, c'était le fait d'accepter que j'ai un fond. En fait, ce qui m'a vraiment libérée, c'est le fait que le psychiatre me dise à l'une des dernières séances que mon sommeil et tout ça, c'était ça, j'hypermentalisais. Et c'est pas mal, c'est pas bien, c'est comme ça. Et en fait, ça a mis un mot et je me suis dit, bon, je vais plus lutter contre ça, tu vois. Mm. Et je sais quand le jour comme la nuit, je suis comme ça, je pars dans tous les sens. Stéphane me dit souvent, me dit que je suis un feu d'artifice. Donc d'un côté c'est beau, de l'autre ça part dans tous les sens et des fois je pourrais explorer des choses qui me mènent nulle part, tu vois. Oui. Et c'est potentiellement très épuisant pour mon entourage. Et donc je comprends aussi pourquoi mon corps est fatigué, parce que ça part tellement dans tous les sens que forcément il ne peut pas suivre. À un moment donné, je suis obligée de recentrer. Mais voilà, maintenant que je sais que je fonctionne comme ça, j'avance et plus j'avance et plus j'arrive à déterminer les choses dans lesquelles ça vaut le coup d'investir Mhm. mon énergie, mes pensées, ma créativité. Et en fait, je crois qu'il y a ce point-là aussi qui est très important, c'est que je suis quelqu'un de très créative, mais pendant longtemps, j'ai étouffé cette créativité euh, parce que
soit parce qu'elle me faisait peur, soit parce que j'avais l'impression que justement ça partait dans des trucs où ça n'avait aucun sens avec la vie, les choix de vie qu'on faisait, etc. Parce que je voulais pas empiéter sur les plates-bandes d'autres personnes de mon entourage qui avaient déjà exploré certaines facettes de la créativité où je me sentais attirée vers, et du coup je me disais je veux pas être comparée. Moi j'ai vraiment, dans mon hypersensibilité, il y a un truc que je supporte pas, c'est la comparaison. Et moi, je me dévalorise quand je me compare à quelqu'un. Donc, j'ai toujours envie de faire des choses que les autres font pas. Pour pas qu'on puisse me dire, ah, c'est différent d'un tel, c'est mieux, c'est moins bien, tu vois. Et du coup, ça m'a fait faire des choix bêtes à certains moments, très, très bêtes, juste pour pas faire comme les autres, tu vois, au lieu d'écouter ce que j'avais envie de faire. Pareil, je suis encore en train de partir dans tous les sens, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, j'ai cette chance d'avoir un mari qui me laisse être moi-même et qui m'accepte comme je suis. Il m'a accepté comment j'étais quand on s'est rencontrés. Il est vraiment extraordinaire. Il est à côté et il entend, t'as entendu? Il est vraiment extraordinaire, ton mari. Il dit. Ah oui, je suis dans mon camping-car, donc forcément, j'ai beau mettre le rideau, ils entendent tout à côté. C'est bon, Bon, je dis pas ça parce qu'il entend. Mais En c'est tout vrai cas, que je suis il t'a chanceuse. aidé à, en t'acceptant tel que tu es, enfin lui, Ouais, quand il t'a oui, accepté tel que tu étais, en fait, il t'a aidé à aller vers une acceptation de toi aussi, c'est ça. avec au passage, ben, quand même mettre l'aide de ton thérapeute qui t'a quand même permis de mettre des mots sur ce que tu vivais à l'intérieur Oui, quand même. oui, oui. Donc avec toute la compréhension qui va avec, hein, ça t'a permis de comprendre bah, qui tu étais, qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est très important. Et puis Oui, d'aller vers cette acceptation-là, quoi. Hein, tout à fait. vers ça. Et puis pour surfer sur les vagues, comme tu disais tout à l'heure. Après, on a eu des crises. Hein. Là, je ne veux pas chercher à idéaliser non plus notre relation. On a eu des crises. Il y a eu un moment où vraiment ce que je vivais était tellement fort et tellement dingue par rapport à tout ce qu'on avait vécu jusque-là, que comment je l'exprimais, peut-être que j'étais maladroite, peut-être que j'étais trop impulsive aussi, mais du coup, vraiment, il y a eu des moments très, très tendus, mais je pense que, voilà, pour en revenir à ce que je disais avant, ne pas s'imposer, essayer de vivre ça sans s'imposer et, 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 et accepter que dans une relation, l'autre puisse changer ou que toi, tu puisses changer, puis l'autre pas, en tout cas pas dans le sens que tu aimerais, et toujours se dire d'aimer l'autre tel qu'il est, ouais, c'est vraiment très très important. Et au bout d'un moment, ça se rapproche à nouveau, quoi. Au bout d'un moment, une fois, parce que quand tu es en crise, tu vis tellement tout de manière forte que tout ce que tu vas exprimer est très fort. Il faut du temps pour que les choses reposent, retombent, pour que toi aussi, tu étais là, tu viens là, et puis après, tu te rééquilibres, tu te réajustes, Mm. quoi. Donc, ça devient plus tolérable pour l'autre, ton Ouais. vis-à-vis. Le temps de retrouver un chemin commun. Mais Ça. c'est sûr qu'on s'ennuie pas en vivant avec une personne hypersensible, au potentiel atypique. C'est sûr qu'on s'ennuie pas, hein, ça c'est sûr. Ça, Du, c'est sûr. tu me disais du coup que tu étais aussi maman d'une enfant atypique. Donc, comment tu définirais l'atypisme de Janae? Alors, pour Janae, on a assez rapidement vu, alors nous, et puis elle a été gardée par deux nounous qui du coup nous faisaient leur rapport, entre guillemets, plus les grands-parents, plus voilà. Janae était très très éveillée très tôt, c'est-à-dire que ne serait-ce que le jour de sa naissance, euh, donc moi j'ai accouché sans péridurale, tout ça, et en fait, après avoir accouché, il a fallu me recoudre. Donc, comme j'étais pas sous anesthésie, etc., ça a pris un peu de temps pour le faire sans que j'ai trop mal. Et du coup, Janae a été posée dans les bras de son père et elle pleurait. Et en fait, il a parlé. Et à partir du moment où juste il a ouvert sa bouche, elle a reconnu sa voix et elle est restée les yeux grands ouverts à l'observer pendant de très très longues minutes. Et, et son regard, c'était pas le regard qu'on a des bébés un peu perdus dans le vague, où on a l'impression qu'on dit que les bébés distinguent pas trop les couleurs, etc. Elle, on avait l'impression qu'elle lisait notre âme, quoi. C'était impressionnant. Et en fait, dès les premiers jours, elle était attirée par le bleu. Tout ce qui était bleu,
bleu foncé, bleu turquoise, bleu vif, mais elle se fixait dessus, alors qu'on dit que les enfants ne voient pas les couleurs avant, je sais plus, quelque chose comme 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça, que c'est un peu tout en noir et gris, quoi, enfin en gris, en noir et blanc. Et donc voilà, il y avait des petites choses comme ça. Ensuite, Janae pleurait beaucoup. Bon, ça, moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'elle avait besoin d'être beaucoup portée. Donc, on a fait quelques loupés quand elle était petite. Mais en tout cas, elle ne faisait jamais de câlin. Elle était pas... Elle voulait les bras, elle voulait être rassurée, mais elle faisait jamais de câlin. Elle n'était pas tendre. Mais à certains moments, par exemple, une fois, on était quelque part et il y avait un monsieur qu'on connaissait de loin. Et c'est un monsieur qui était très seul. Il n'avait pas vraiment d'amis, pas vraiment de famille. Il n'avait pas de compagne dans sa vie et on avait un peu discuté avec lui. On savait que vraiment, il avait une vie difficile et triste. Et en fait, elle a tendu les bras vers lui, alors que vers nous, elle les tendait quasiment jamais. Et elle l'a enserré, tu vois, elle l'a serré comme ça. Elle avait 3 mois. Elle avait jamais fait ça avec nous. Elle l'a enserré comme ça. Et elle a juste une larme qui a coulé comme ça. Et moi, mais je pleurais à côté forcément de mon hypersensibilité. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle ressent et qu'elle lui donne que les gens ne comprennent pas autour, tu vois. C'était un moment hors du temps. Donc, il y a eu des petites choses comme ça, tu vois. Et puis, bon, quand j'ai arrêté de travailler, donc elle avait 1 an, et que j'ai décidé de rester avec elle pour m'occuper plus d'elle, parce que du coup, c'était devenu ma priorité, c'était plus faire carrière ma priorité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait tellement peur que je parte que du coup, elle me collait forcément parce qu'elle voulait rattraper le temps perdu. Parce qu'à l'époque, je travaillais tous les jours, enfin, sauf le samedi, dimanche, mais je partais à 8h le matin, je rentrais à 19h30 le soir. Donc, ça a quand même créé quelque chose de difficile pour elle. Et en fait, en restant avec elle, en jouant, j'ai commencé à voir tout ce qu'elle apprenait comme ça, juste par le jeu. Et, à 2 ans, elle parlait super bien. Donc, on avait déjà des discussions avec elle, des discussions sur la mort, enfin, sur des trucs que les enfants n'ont pas à cet âge-là. Ils n'ont pas, normalement, ils ne pensent pas encore à ce genre de choses. C'est trop abstrait, tu vois. Elle était déjà dans l'abstrait à 2 ans. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de choses qui font que, bon, tu te dis, tu as un trésor. Tous les enfants sont des trésors. Mais là, ça te dépasse un peu quand même quand tu vois ce qui se passe autour. Tu te dis, comment je vais faire? Je voyais son hypersensibilité, Janae, et en fait, on pourrait dire que comme moi je suis hypersensible, ça aurait dû m'aider, mais en fait, c'était beaucoup plus difficile pour moi parce que même si je la comprenais et que je voulais pas l'étouffer, parce que certains disent non, mais elle fait des caprices, non, mais là, si tu lui dis stop, à un moment donné, elle va s'arrêter. Et vraiment, il y a eu des fois, elle partait tellement en live, dans les sanglots, les trucs, elle n'arrivait plus à respirer, tout ça, pour des broutilles. Et je me disais, bah, je vais essayer, tu vois, de hausser la voix, Et en fait, c'était pire. Et, et oui, ça a marché 1 ou 2 fois parce que bah, il y a des fois où, voilà, des fois, elle réagissait comme tout le monde, mais la majorité du temps, ça l'a dépassée tellement qu'en fait, elle ne pouvait pas. Et dans ces cas-là, elle ne t'écoute pas. Tu peux lui dire ce que tu veux, essayer de la rassurer, c'est pas rationnel. Dans sa tête, son cerveau émotionnel a pris le contrôle et c'est plus la peine, tu vois. Sauf que moi, ça faisait monter tellement de choses en moi en termes d'émotion que j'arrivais pas. Et Stéphane, c'était plus compliqué parce qu'il ne la comprenait pas du tout. Oui. Il disait, mais pourquoi elle réagit comme ça? C'est illogique. Je dis, oui, c'est illogique. Faut juste accepter que c'est illogique pour toi, mais pour elle, c'est comme ça, elle ne le contrôle pas, tu vois. Donc, en grandissant, elle apprend mieux. Elle apprend aussi, Janae avait besoin d'énormément de sommeil. Vraiment, vraiment, vraiment. Encore aujourd'hui, hein, elle dort facile 12 heures par nuit. Elle a 8 ans, elle ne fait pas de sieste, mais elle a vraiment besoin de grosses, grosses nuits de sommeil. Et en fait, très tôt, j'ai essayé de lui apprendre à repérer les signes parce que quand il y a du bruit autour d'elle, quand il y a du mouvement, etc., au bout d'un moment, elle sature. Sauf qu'elle n'arrivait pas à voir la limite. Sauf qu'une fois qu'elle atteignait sa limite, c'était fini. Elle pleurait, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Et en fait, il fallait trouver les signaux avant, lui dire va t'isoler, va prendre un livre et lire, va te mettre à l'écart. Tant pis si les copains, tu as envie de jouer encore avec eux. Non, là, il faut vraiment que tu t'isoles. Et après, tu pourras jouer avec eux. Et au début, elle le prenait comme une punition parce que bah, je l'éloignais du groupe.
momentanément. Mais en fait, elle a compris rapidement que ça lui faisait du bien, qu'elle en avait besoin. Donc, je sais pas, vers 5 ans, elle disait, maman, est-ce que je peux avoir un temps calme d'elle-même? Elle me disait, tu vois. Et puis aujourd'hui, elle est capable de tenir une journée, une soirée, tard même le soir, avec d'autres enfants, avec du bruit, etc. Tu vois, elle évolue et elle arrive à repérer les signes. Et quand vraiment elle sent que elle prend un livre en général et puis elle vient se poser avec les adultes et comme ça, elle sait qu'elle peut se mettre dans sa bulle. Mais voilà, ça te donne un peu des idées de sa Mhm. forme Donc là, d'être. en fait, tu disais que voilà, c'était facile d'être une maman hypersensible d'une enfant hypersensible aussi parce que tu comprends plus Oui, ce qu'elle ressent, et tu sais très bien que c'est pas des caprices, tu sais que voilà oui, qu'elle est bouleversée par ses émotions et que c'est voilà. Et puis aussi que tu as réussi à mettre en place, à l'aider à mettre en place justement une écoute plus subtile de son seuil de surstimulation, en fait, pour se c'est ça, respecter ça. exactement. Donc ça, c'est le côté plus facile. Maintenant, le côté plus difficile, tu m'as parlé un petit peu de que bah, toi aussi, tu étais submergée par cette... Ou- Et qu'est-ce qui était Ouais, plus difficile, en fait, dans le fait d'être en fait, pour moi, hypersensible? c'est que moi, la colère monte vite parce que je suis fatiguée. En fait, je Mm. sens que la fatigue, quand les jours où vraiment je suis pas fatiguée, euh, je vais garder mon calme, je vais parler posément, je vais savoir accompagner l'autre, pas de souci. Sauf que j'ai quand même une fatigue chronique qui est là et qui fait que euh, souvent, quand ça me dépasse, la première réaction, c'est que j'ai envie de stopper le truc pour pas que ça m'inonde moi, tu vois. Sauf que c'est pas possible. Et qu'en plus, quand en face, tu as une enfant, même si elle raisonne de manière très adulte, même si elle a des comportements d'adulte, dans ses réactions, ça reste une enfant. Et dans son hypersensibilité, elle est, on pourrait dire, désavantagée par rapport à d'autres, dans le sens où elle a besoin de plus d'énergie, elle aussi, pour maîtriser ses émotions. Donc tu mets ces deux facteurs ensemble, elle et moi. Moi, c'est vrai que je pouvais me mettre à crier facilement ou alors sentir, tu sais, tu sens le truc là qui est là. Et tu sais que, enfin, moi, je savais que ça servait à rien, qu'elle, de toute façon, elle n'entend même pas que je crie, elle n'entend même pas que je. Voilà. Mais c'est là, et en fait, ça m'empêche. Alors souvent, après, je la prenais dans mes bras. Et en fait, le fait de la prendre dans mes bras, elle, ça la calme. Et moi, ça retombe. Mm. Sauf que le truc, c'est qu'il y a quand même 2 ou 3 secondes, tu vois, avant de le faire ou quoi. Et aujourd'hui, elle est plus grande, elle a 8 ans. Mais je m'énerve toujours aussi vite. Plus pour les mêmes choses, pas pour son hypersensibilité, parce que ça, elle arrive vraiment. Et moi, j'arrive, comme c'est beaucoup, les crises sont beaucoup plus espacées, vu qu'elle a grandi, elle a mûri, donc elle pleure beaucoup moins. Mais aujourd'hui, certains traits de ce qu'elle va faire, euh, ça va m'agacer dans son attitude. C'est aussi un trait des enfants atypiques comme ça, c'est ils peuvent paraître insolents, même s'ils ne le veulent pas, mais c'est monsieur, madame, je sais tout. Et en fait, c'est tout le temps de la négociation, c'est tout le temps non, tu sais pas, il faut toujours prouver pourquoi toi tu as raison. Et c'est épuisant à longueur de temps. Des fois, tu aimerais juste dire non, une phrase, et puis que ce soit simple. Sauf que c'est pas simple. Et quand c'est comme ça, toujours, au quotidien, tout le temps, c'est épuisant. Et Oui. donc, moi, encore aujourd'hui, je suis dans cette phase où mon hypersensibilité fait que, plus ma fatigue, fait que je réagis vite. Alors, je frappe pas, tu vois, je suis pas dans l'excès, mais je culpabilise quand même de pas savoir juste baisser la tension et me dire, en plus, tu dépenses plus d'énergie quand tu fais ça. C'est-à-dire que quand tu te mets à crier, quand tu t'énerves, l'énervement fait que je vais me mettre à pleurer. Tu vois, tu te sens tous tes muscles se tendre et tu es là et tu te dis, purée, mais tu aurais juste envie d'appuyer sur le bouton là et que ça descende. Sauf que ça le fait pas comme ça automatiquement. Mais euh, autant avant, je culpabilisais beaucoup par rapport à ça, autant je me dis, il y a déjà tellement de chemin parcouru Oui. que moi, je sais que je ne suis pas encore arrivée dans la gestion de tout ce que j'ai à gérer. Je ne suis pas encore apaisée à 100%, tu vois. Et je suis aussi en chemin. Donc, je me dis, ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer à communiquer, c'est de trouver ses limites et d'accepter ses limites. Et puis de lâcher prise aussi à un moment donné, de se dire, bon, j'ai pas la solution là tout de suite.
c'est pas grave, ça va arriver à un moment donné. Peut-être que j'ai pas besoin de la solution maintenant parce que je dois me concentrer sur autre chose, tu vois. Et c'est pas toujours facile, mais voilà, écoute, il y a des phases. Il y a des phases. Après, je me dis, l'avantage, c'est qu'on a cette relation avec Janae qui fait que on peut quand même discuter, vraiment discuter Oui. et aller en profondeur et autant de son côté que du mien, ou que de celui de son père. On peut dire vraiment ce qu'on ressent. Elle a appris à mettre des mots sur ce qu'elle ressent aussi. On la lâche pas. Je pense que vraiment c'est un aspect positif qu'elle a, c'est qu'on l'a pas lâchée avec son atypisme et avec ses aspérités, ses contours et tout ce qu'elle est, en se disant débrouille-toi. Elle sait qu'on n'a pas toutes les réponses, Mm. mais ça fait partie de la vie de famille. Hein. De toute Oui. façon, tout le monde rencontre ça, donc voilà. Ouais. Ouais, et puis c'est important, les étapes que tu dis, c'est de comprendre ses spécificités à elle, comprendre tes spécificités. Alors, le plus C'est ça. possible, hein, comme tu dis, c'est un chemin. C'est un Ça. chemin avec des phases, des creux de vague, comme on disait. Enfin, voilà, c'est un chemin. Mais en tout cas, d'aller vers ça, d'essayer de comprendre ce qui se joue en elle, ce qui se joue en toi. Et puis là, comme tu dis, quand on comprend mieux ce qui se joue en soi, voilà, qu'on se comprend mieux, qu'on On accepte un peu l'identifie. mieux qui on est, on arrive vachement plus à poser ses limites. Hein. Tu parlais de ça Oui, aussi, l'importance de oui, poser ses limites avant que ça dépasse ce seuil-là, dont on disait, c'est ce ça. seuil ce point de non-retour là, où c'est trop tard. On est soit dans la colère, soit dans la surstimulation. Là. Donc Oui, ça, c'est important. Et puis le point essentiel aussi que tu dis, c'est cette communication authentique. C'est d'arrêter, c'est d'essayer de sortir de cet idéal de la maman oui, qui réussit tout, qui est bienveillante, qui élève avec conscience, voilà, qui gère sur tous les points, hein, qui s'énerve pas, qui est la maman Bouddha. C'est essayer de sortir cet idéal-là pour être dans une relation authentique. Et là, c'est ça. on peut faire des erreurs, on peut s'ajuster, on peut être dans le creux de la vague, on peut remonter. Mais on est, en fait, on est, comme tu dis, une C'est famille, un ça. système, des individus, un ensemble. Enfin, tu vois, essayer de créer tout ça. Et c'est pas les doigts dans le nez, hein, mais c'est un chemin. Et ouais, en tout cas, c'est une Mais belle heureusement, illustration de ce chemin. il y a des phases douces, Oui. il y a des phases qui sont belles, qui sont apaisées, ce qui fait que tu sais que quand tu traverses une phase où c'est plus tendu et plus difficile, là en ce moment on est dans une phase très tendue, par exemple, euh, bah, tu t'accroches à ça, tu dis que ça va pas durer tout le temps comme ça. Tu dis que Mm. bah, tu as essayé ça, ça n'a pas marché, mais tu vas trouver le petit truc qui va débloquer la situation, qui va faire que ça va rentrer dans l'ordre et qu'on va retrouver. Une fois quelqu'un avait pris cette image du mobile, tu vois, où sont accrochées plusieurs choses, il suffit qu'on déplace juste un truc, ça transforme l'équilibre. Donc tout doit retrouver, tout bouge, tout est en mouvement pour essayer de retrouver cet équilibre, mais il revient à un moment donné. Donc, Mm. et voilà, en fait, je pense pas que. Des fois, quand on vit les choses, on les vit de manière tellement. Bon, en plus, moi, je les vis de manière tellement intense, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, alors qu'en fait, c'est la fin de rien du tout. Mhm. C'est, comme tu dis, c'est juste un creux de vague, ou voilà, et puis après, ça va, et dans tous les cas, il y a des solutions. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis qu'on est parents, même avant, depuis qu'on est en couple. Ça fonctionne avec chaque relation, je pense. Et des fois, il faut juste se dire, bah, c'est pas grave si ça se passe pas comme on a prévu. Moi, je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup, qui anticipe beaucoup. Mhm. Et je me rappelle qu'au début où on a commencé notre vie en camping-car, c'était compliqué parce que je me disais on va faire ça, on va visiter ça. En fait, je mettais une pression monstrueuse à tout le monde et c'était insupportable. Aujourd'hui, je pense qu'en un an, j'ai vraiment appris à me dire, bah oui, faire des plans, c'est bien, c'est sain parce qu'on a besoin d'avoir des trucs. Mais en fait, si tu l'atteins pas, ton objectif, c'est pas grave, tu en as d'autres en attendant qui se dessinent, qui sont peut-être plus logiques, plus importants. Et puis le reste, c'est juste accepte les choses comme elles viennent, quoi. Donc voilà. Mm. C'est une chouette philosophie. Merci pour ce partage-là. Avec J'avais envie plaisir. aussi qu'on tourne un peu sur les apprentissages, déjà avec l'exemple de Janae. Est-ce que
son atypisme et puis tout ce que tu nous as décrit dans ses habitudes, son comportement, ses facilités d'apprentissage. C'est ça qui vous a amené à faire le choix d'instruction en famille, entre autres? Ça a une influence ou Non, pas? parce Non? que on avait vraiment décidé, en gros, quand elle allait avoir 3 ans, je voyais tellement que ça se passait bien à la maison et que les choses qu'elle était censée apprendre en maternelle, euh, elle les avait déjà apprises en jouant l'air de rien, sans que moi je lui fixe d'objectifs, sans que je me dise il faut qu'elle apprenne ceci ou cela, tu vois. Je me suis dit, bon, l'instruction n'est pas obligatoire avant 6 ans, ça vaudrait le coup de la garder au moins jusqu'à 6 ans. Donc au début, on était parti comme ça avec Steph, en se disant on voit, tu vois. Et puis très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que l'école, bon, Steph et moi, on n'a jamais été très heureux à l'école. On ne collait pas aux cases, même si on s'en sortait bien au niveau résultats scolaires, on ne collait pas aux cases. Moi, rester assise pendant des heures, c'était vraiment très, très difficile. Et en fait, en Afrique, quand on était au lycée français, on avait cours que le matin, à part une après-midi par semaine, mais c'était pour le sport. Donc, j'avais quand même tous mes après-midi de libre pour faire du sport, pour faire de la musique. J'avais un groupe de musique, pour être avec mes amis. On faisait des parties de cartes, etc. Donc, tous mes après-midi, en fait, j'avais ma vraie vie, finalement, euh, était aussi riche que la vie à l'école. Mhm. Donc, c'était supportable pour moi. Mhm. Que quand on est rentré en France, je suis arrivée en France pour ma première et ma terminale. Et là, en fait, j'étais à l'école tout le temps, quoi. Et plus le fait d'avoir déménagé, le fait de changer totalement de pays, tout ça, j'ai fait une grosse dépression, en fait. Je l'ai compris qu'après coup, une fois que j'en suis sortie, mais je suis vraiment entrée en dépression pendant 3 ans à peu près de ma vie. Et j'avais le temps de faire de la danse, mais 1 heure et demie par semaine, tu vois. Et en fait, je me disais, mais c'est terrible comme vie. C'était pas comme ça que j'envisageais la vie. Moi, j'avais vécu dans un cocon, finalement. C'était cool, ma vie avant. Et là, je me disais, mais non, c'est nul. Et donc, quand Janae, on a compris qu'elle apprenait bien par le jeu, ça se passait bien à la maison, euh, socialement parlant, au début, Janae était très dans l'observation. C'est-à-dire, quand on allait dans la ludothèque, à la bibliothèque ou au parc, elle restait en retrait, elle observait pendant parfois 1 heure, mais elle analysait tous les enfants. Et soit quand il n'y avait plus personne, soit quand il n'y avait que quelques enfants, que je pense qu'elle se disait, bon là, je crains rien. Elle devait avoir peur des réactions des autres, je ne sais pas. À ce moment-là, elle allait jouer, tu vois. Mhm. Et en fait, je me disais, mais si on l'avait mise dans une classe, elle aurait été forcée dans ça, d'être avec les autres, de faire des trucs. Plus le fait qu'elle était sensible au bruit, plus le fait qu'elle avait besoin de dormir. Jusqu'à 5-6 ans, elle dormait 2 à 3 heures de sieste par après-midi, en plus de la nuit. Enfin bref, tout ça combiné, on s'est dit, mais on va la perdre, elle va mourir, notre petite fille, dans cet environnement-là, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à se renseigner sur continuer après. Et moi, à l'époque, je connaissais que les cours par correspondance. De par mon expérience, parce que quand j'étais toute petite, on était en brousse, donc il n'y avait pas d'établissement scolaire français, donc j'ai fait le CNED Ouais. les premières années. Mon frère a fait le CNED jusqu'en 6e, tu vois. Donc j'avais cette image-là. J'avais l'image d'autres familles autour de moi qui n'avaient pas utilisé le CNED, mais qui tous les jours, de 8h à 11h, ou de 9h à midi, puis l'après-midi, de 14h à 16h, tout ça. Et du coup, moi, je me disais, waouh, c'est vachement. Pour moi, en tant que maman, je me disais, mais je vais jamais m'épanouir dans ça. Si c'est Manu Militari, si je dois être disponible pour mon enfant, pour son programme, plus faire travailler les trucs, plus. Je me suis dit, c'est chaud patate quand même. Et c'est là qu'en fait, je suis tombée sur le documentaire Être et devenir de Clara Bellard. Et en fait, c'est là que ça nous a ouvert tellement de possibilités. C'est comme ça qu'on a décidé. Et il y a une dame qui m'a posé la question, c'était quand? C'était l'été dernier. Elle m'a dit, mais là, tu peux te permettre de faire ça avec Janae parce qu'elle a des facilités, qu'elle apprend vite. Mais si elle n'avait pas ça, tu pourrais pas. Je dis, bah, je crois que ça serait une raison supplémentaire pour moi de le faire. Pour justement lui permettre d'aller à son rythme et de prendre le temps de poser vraiment les bases et d'aller doucement et que la difficulté ne devienne pas un handicap finalement Ouais. ou quelque chose qu'elle pourrait vivre de manière très négative. Donc voilà, ça c'est notre parcours par rapport à Janae. C'est clair que quand on s'est mariés, qu'on avait décidé d'avoir des enfants, qu'on s'est dit qu'on aurait une famille, jamais c'était dans ma tête. Moi, je voulais faire carrière, je voulais avoir un poste qui me plaisait, tout, tout, tout. Hein.
Donc, comme quoi, les choses peuvent vraiment C'est clair. changer du tout au On tout. évolue. Mais c'est bien de se laisser surprendre par la vie. C'est vrai, je Faire suis des choix totalement un petit d'accord. peu fous, je te comprends parfaitement. Euh, j'ai une question quand même justement par rapport à ça, ces enfants atypiques voilà, qui sont surstimulés, qui ont une empathie très très forte, qui ont peut-être parfois des troubles aussi de l'apprentissage. Euh, Quelle place ont ces enfants dans le système scolaire aujourd'hui en France, d'après toi? Euh, heureusement, je rencontre des instits qui sont à l'écoute de ça. Heureusement, il y a certains établissements où c'est vraiment une volonté d'accompagner les enfants comme ça. Et je connais des mamans qui ont des enfants qui, eux, ont été du coup diagnostiqués au potentiel parce que pour l'école, il y a un accompagnement particulier qui est mis en place à partir du moment où c'est reconnu par des professionnels qui peuvent faire ce diagnostic-là. Les enfants sont aussi suivis pour avoir des outils en plus, en fait. Enfin, ils ont des trucs à côté. Mais, donc, heureusement, ça change. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas dans la majorité des cas. Et je connais aussi des familles dont les enfants sont en souffrance, mais dont les parents sont en souffrance, parce que c'est difficile de rentrer dans ce moule qu'on veut imposer et qui est trop étriqué en fait, qui est trop étriqué et qui veut aussi te faire croire que si tu rentres pas dedans, c'est toi qui as un problème, alors qu'en fait, les enfants souvent n'ont pas de problème, ils sont juste comme ils sont. Et si ils avaient l'opportunité de pouvoir exprimer qui ils sont sans des règles, sans des... Ouais, tout ce cadre qui a été délimité par, je sais pas par qui a décrété qu'à tel âge on devait savoir ça, tu vois, parfois c'est aberrant en fait quand ils pensent. Et en même temps, on fonctionne dans ce système et on veut pour nos enfants qu'ils puissent trouver leur place dans ce système. Donc c'est ça qui est délicat. Certains enfants arrivent, euh, même en étant conscients de leur propre originalité, on va dire ça comme ça, arrivent à jouer le jeu, tu vois, pour le système, sans se renier eux-mêmes. Malheureusement, je pense que ça demande énormément de connaissance de soi et de confiance en soi. Et sauf que la confiance en soi, c'est souvent ce qui est Qui leur le fait truc qui défaut. manque le Mm. plus, voilà, Mm. pour les enfants en général et encore plus pour les enfants atypiques. Donc, c'est là que les parents ont vraiment un rôle à jouer et peuvent quand même accompagner l'enfant à la maison, même si l'enfant est dans un Alors système justement, est-ce que tu classique. as des conseils à donner à ces mamans-là pour les accompagner, alors que ce soit dans dans la gestion des émotions, mais que ce soit dans les apprentissages, hein, parce que c'est aussi ton domaine. Est-ce que tu as C'est quelques mon conseils? domaine. Quelques conseils, il y en aurait des milliers. Je pense que déjà, c'est d'accepter que son enfant, en fait, d'accepter son enfant tel qu'il est et de lui dire qu'on l'aime tel qu'il est et l'aider à, à faire le point sur qui il est réellement. Parce que comme on le dit, chaque enfant est différent. Euh, et quand un enfant ne colle pas au système, à ce qu'on attend de lui, surtout en classe, c'est hyper dévalorisant parce que du coup, il se croit incapable. Alors qu'en fait, il a des capacités souvent qui sont même monumentales dans d'autres domaines. Et c'est vrai qu'à l'école, il n'y a pas tout ce côté de l'émotionnel, tout ce côté de la créativité, tout ce côté qui laisse place justement au fait que chaque individu peut être unique. Ça, c'est délicat. Donc, moi, je pense que la première chose, c'est déjà ça, c'est de permettre à l'enfant de définir les contours. Mais ce n'est pas pour le figer dans quelque chose, mais c'est pour l'aider à mieux se connaître lui-même. Ça passe effectivement pour certains par des diagnostics, par des professionnels. C'est ce que je fais avec le bouquet des apprentissages. Hein. Concrètement, c'est pour aider l'enfant à connaître ses forces et les axes à améliorer. Et c'est pas parce que les axes améliorés sont ce que l'école va montrer comme étant des points faibles ou des lacunes ou des choses qui vraiment qu'il n'a pas des fleurs magnifiques dans son bouquet qui en fait peuvent lui montrer à quel point il est beau, cet enfant est beau, tu vois. Donc je pense que le parent peut déjà faire ça, aider son enfant à trouver, à mettre des mots sur comment il fonctionne. Et la deuxième chose qui me semble importante, euh, en fait, c'est de relativiser par rapport à l'école. On en fait toute une montagne, mais il y a tellement de gens que je connais aujourd'hui, vraiment, qui n'ont pas leur bac ou qui ont eu leur bac avec un cursus chaotique
mais qui sont tellement épanouis dans les choix de vie qu'ils ont fait après, qu'en fait, même si ça représente un truc monstrueux, c'est pas grand-chose dans une vie. C'est pas grand-chose et c'est pas ça qui fait l'identité de quelqu'un, c'est pas ça qui fait qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut dans la vie. Et oui, on peut avoir des notes catastrophiques en classe, euh, mais trouver une voie dans quelque chose où on n'aura pas besoin des notes en fait. On n'aura pas besoin de tout ce qu'on nous a imposé à l'école. Ou alors, on va se découvrir une passion pour un truc. On se dit, bon, dans ça, je ne suis pas très, très bon jusqu'à présent parce que j'y voyais pas d'intérêt. Mais là, maintenant, j'y vois un intérêt. Donc là, ça va se débloquer. Et je connais plein de gens aussi qui ont eu un parcours scolaire magnifique et qui arrivent après avec des longues études et tout ça. Mais en fait, non seulement ils ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais ils se sentent piégés dans quelque chose, etc. Donc, relativiser par rapport à l'école déjà en tant qu'adulte, parent, de se dire c'est pas grave. Donner oui les armes à son enfant pour qu'il essaye de s'en sortir, c'est normal, mais à un moment donné, s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, c'est pas grave. Et lui faire prendre conscience aussi que la vie s'arrête pas à l'école, quoi. La vie, c'est tout ce qu'il y a en dehors de l'école, en fait. Ouais. Et que l'école est censée être un tremplin et pas quelque chose qui t'enfonce. Et si c'est pas ce tremplin, il y aura d'autres tremplins, c'est pas grave, tu vois. Voilà. Ça fait un peu Merci. plus d'une heure qu'on parle. Donc... Est-ce que tu as un dernier petit message à partager aux mamans ultra sensibles, d'enfants ultra sensibles, atypiques? Je sais pas. Moi, je pense que là où on réussit sa vie, c'est quand on arrive à rayonner de quelque chose. Et pour pouvoir rayonner, faut trouver en soi qui on est. Et je pense qu'avant toute chose, dans la vie, si on veut dire j'ai réussi ma vie, si on veut dire je suis bien dans ma vie, ben c'est ça, c'est de pouvoir rayonner qui on est. Et pour ça, bah, trouver qui on est. Donc moi, j'encourage toutes les mamans atypiques, d'enfants atypiques, à trouver qui elles sont pour rayonner, pas pour les autres, d'abord pour elles-mêmes, parce que c'est ça qui apporte la paix. Et quand la paix, après la paix, elle déborde en fait. En fait, c'est ça, la joie, l'amour, la paix, c'est des choses qui débordent, qui éclaboussent. Et ça peut déborder que si nous, on en est rempli. Et pour en être rempli, il faut, il faut s'écouter. Je pense qu'on a trop laissé la place au cerveau intellectuel, au raisonnement, aux trucs qui sont du domaine de la raison, du domaine de la logique, etc. Et parfois, il faut accepter la part en nous qui est du domaine de l'instinctif, du domaine comment on dit, des fois, pas une prémonition, un sixième sens. Enfin, tu vois, ces trucs-là, on ne peut pas les nommer parce que ce n'est pas tangible, mais souvent, c'est des alarmes, c'est des alertes, c'est des trucs. Et oui, on peut se tromper en suivant ces choses-là, mais on se trompe aussi en suivant sa raison, donc c'est pas grave. Mais je pense que c'est vraiment un domaine d'apprentissage en tant qu'adulte qu'on peut faire pour pouvoir être soi à 100%, tu vois. Merci. Oui, redonner la place aux sensations corporelles, aux ressentis, à l'intuition, à l'intuition. Ouais. Ouais. Bah, c'est une force qu'on a et qu'on a étouffée en fait. Mm. Et parce que la raison veut mettre une logique derrière, mais il n'y a pas de logique. Souvent, il n'y a pas de logique. Et c'est bien, c'est comme ça, tu vois. Alors, comme je disais, on peut se tromper même en suivant son intuition. Mais pareil, plus on va l'écouter et plus en fait on se rend compte que en fait on peut lui faire confiance. Dans la majorité des cas, on peut lui faire confiance et donner cette opportunité à l'enfant aussi d'écouter ça et de contrebalancer ce que l'école apporte déjà, qui est la raison, la logique et tout ça. Ça, c'est surstimulé de toute façon dans tous les domaines de notre vie. Donc, alors que l'autre côté, ça peut venir que de nous-mêmes, quoi. Et il n'y a personne qui peut te dire c'est comme si, fais ça, ça va y aller. Non, c'est tellement personnel, c'est tellement et puis pas palpable, qu'en fait, tu es obligé à un moment donné d'accepter de te faire confiance et te dire, bon, ok, je vais le faire, tu vois. Donc voilà. Merci Anestelle. Merci à toi. Merci, Super chouette. c'était un plaisir cet échange. Si les mamans qui nous regardent veulent suivre tes actualités, découvrir tes formations, voir où tu en es dans tes bouquins, comment on fait? Où on te trouve? Alors, si tu tapes anne-estelle.fr, c'est mon site perso. Il y a un lien vers le site Plaisir d'apprendre, il y a un lien vers la chaîne YouTube et il y a mon actualité au niveau de mes écrits. Donc, en fait, il y a tout qui est là.
Ouais, bah, je mettrai les liens sous la vidéo de toute façon. Ça marche. Merci. Et toi, maman Merci pétillante à et toi. inspirante, si tu as aimé, comme moi, tu cliques j'aime, pouce, like, tout ça, et puis tu partages autour de toi, hein, n'hésite pas. Et puis, si tu ne connais pas mon univers, tu peux me découvrir aussi sur mon site marinekervella.com, sur mon groupe Facebook Maman pétillante et inspirante. Je suis là si tu veux faire de ta sensibilité une force, hein, pour accompagner ton enfant atypique. Si, comme on dit, tu veux rayonner, rayonner, laisser rayonner ton enfant, dévoiler ta singularité, déployer ton potentiel, déployer le potentiel de ton enfant, voilà, apprivoiser toutes ces belles différences-là, eh bien, tu me contactes en remplissant le formulaire que je te glisse sous la vidéo. C'était Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre et Marine Kervella. À très vite et d'ici là, aime, ose, incarne et amuse-toi. Ciao! Ciao!